Bonsoir à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. J'ai reçu tout récemment dans mon cabinet une personne et ce qui est troublant à son écoute, c'est que son contenu aurait pu être décrit par une majorité de mes patientes. Tout ce qu'elles vivent dans le cadre d'un divorce avec un manipulateur y est décrit. Une guerre totale, avec une volonté d'anéantir la fugitive, la punition, par l'enlèvement et l'aliénation des enfants, l'implication du manipulateur dans des actions caritatives ou cercles prestigieux, sphères d'influence, clubs select, réseaux de connexion, conseils d'ordre, etc., qui lui donnent une impunité certaine et surtout une image irréprochable. La malhonnêteté et le non-paiement des pensions alimentaires, le lavage de cerveau des enfants, la permissivité du parent manipulateur, enfants livrés à eux-mêmes, incités à la paresse, arrêt des études, et à la perversité, implication de ses propres enfants dans des mensonges, des escroqueries, la lenteur, la lourdeur et l'incompréhension du système judiciaire, l'impression que les plaintes n'ont aucun impact, la souffrance d'une mère qui assiste impuissante à la destruction de ses enfants, l'impossibilité de faire comprendre à l'entourage la nature du piège qui est en train de la broyer. Et enfin, tous les stratagèmes possibles. L'expression résume bien toutes les mesquineries, méchancetés, bassesses, tracasseries, complications créées par le manipulateur. Et chacune des patientes pourrait illustrer une centaine d'exemples aussi personnels qu'universels. Cela fait des années que j'entends ce récit, le même récit. Toujours le même, à très faible variante près. Dans mon cabinet, les victimes se confient sincèrement tout ce qu'elles vivent dans le huis clos conjugal. Je suis donc quotidiennement le témoin de ce qui se passe loin de tout observateur, dans le dos des juges, des policiers, des intervenants sociaux. Elles me racontent des faits graves, sordides, odieux, dont leurs familles et leurs amis, quand il en reste, ne soupçonnent même pas l'existence. Avec moi, les victimes analysent les situations et finissent par découvrir les choses trappes de leur conjoint. Par exemple, elles réalisent que leur manipulateur leur décroche des flèches empoisonnées juste quelques secondes avant de se retrouver face au juge ou au pédopsychiatre, de façon à les bouleverser et à les amener à se discréditer, toutes seules. Dans mon cabinet, en l'espace d'une consultation, j'entends souvent vibrer plusieurs fois de suite mon téléphone portable, une de mes patientes, qui devient de plus en plus nerveuse. À la fin de la consultation, elle me fait écouter les messages pressants, menaçants et de plus en plus angoissants que son manipulateur a laissé à chaque appel. Le surnom qu'il lui donne est faussement affectueux et surtout débile et infantilisant. Le ton est impérieux et lugubre. Bébé, t'es où? Décroche. Bébé, qu'est-ce que tu fous? Rappelle-moi tout de suite. Bébé, merde, je m'inquiète. T'as intérêt à me rappeler au plus vite, etc. Elles me font lire les lettres, les mails, les textos. Elles me rapportent aussi également les anecdotes, les menaces et les représailles qu'elles subissent. Ces attaques sont tellement
stupide, mesquine, puérile, que les gens sérieux ne peuvent accepter de les entendre et refusent de leur accorder la moindre crédibilité. Comment concevoir un conjoint adulte, qu'un conjoint adulte puisse s'abaisser à de tels comportements infantiles? Cette victime débloque. Elle invente forcément des horreurs pour discréditer son conjoint. J'assiste quotidiennement à la descente aux enfers de ces victimes, à la destruction de leurs enfants, broyés par des procédures judiciaires que les manipulateurs orchestrent avec une profonde délectation. Ce jour, nous sommes encore si peu nombreux à croire les victimes lorsqu'elles témoignent, à les comprendre, à savoir ce qu'elles vivent. Pourtant, lorsqu'ils sont sensibilisés au problème de la violence psychologique, mes confrères et consoeurs entendent et relatent exactement les mêmes faits que moi. Donc, dans plusieurs livres, ceci est cité, sans plus. On retrouve toujours plusieurs scènes des victimes qui sont racontées de la même façon, les mêmes scènes, lors d'un trajet en voiture, parce qu'elles sont contrariées, parce qu'elles ont été contrariées, souvent à propos de broutille d'ailleurs. Leur manipulateur a effectué le simulacre de jeter la voiture pleine d'enfants sous un camion pour les terroriser. Moi aussi j'ai entendu cette histoire dans la bouche de mes patientes. Bien que les manipulateurs existent depuis la nuit des temps, bien que leur comportement soit totalement stéréotypé, je suis toujours surpris de constater à quel point ces sinistres individus restent mal connus. Alors, mal connus du grand public, qui pourtant les côtoie quotidiennement. Mal connus des institutions, dont ils encombrent pourtant l'appareil judiciaire, mal connus des experts qui leur apportent encore trop souvent leur caution, mal connus des médecins et des psys dont ils saturent pourtant les cabinets avec les plaintes de leurs victimes, mal connus des victimes elles-mêmes qui se réveillent en général trop tard, quand le piège a fonctionné et qu'il s'est refermé sur elles et sur leurs enfants. Alors, j'ai eu envie de mettre tout ce matériel amassé dans cette vidéo et le mettre à la disposition de qui voudra enfin savoir, comprendre, guérir et, si possible, enfin prévenir. Cette vidéo répond à la demande de toutes ces mères qui me l'ont demandé, m'ont fait part de leur interrogation. Sur la suite à donner à une précédente vidéo. Avec des témoignages comme merci, ouf, je suis libre et je revis. Enfin, presque, parce que la procédure, elle, s'éternise. Il fait toujours bon pour le manipulateur de tout empêcher la vente de la maison. Il multiplie les procès, les demandes d'expertise et maintenant en plus, elle s'en prend aux enfants.
il les manipule, les montre contre moi, et les oblige à demander eux-mêmes la garde alternée. Bref, continue à me pourrir la vie. Il m'épuise. On est tout le temps en rendez-vous avec des médiateurs, des experts, des enquêteurs sociaux. Je dois faire une collecte d'attestations de toutes parts, on me ruine en frais d'avocat, et je n'en vois pas le bout. Donc c'est un énorme boulot que de divorcer. J'ai donc choisi de faire cette vidéo. Peut-être un fil d'Ariane pour permettre aux victimes de s'évader du labyrinthe mental et juridique sans se faire détruire par leur minotaure personnel. Puissent-elles toutes écouter cette vidéo avant même d'entamer toute démarche de séparation. Car ce qui vous attend est sinistrement stéréotypé. Puis je suis là d'entendre les patients me dire, évidemment, lorsqu'il est trop tard pour attraper le coup, c'est dingue, il a fait exactement ce que vous aviez prédit. Je n'aurais jamais cru que le père de mes enfants puisse un jour, et grâce au témoignage de toutes celles qui sont passées par là avant vous, je voudrais vous prévenir, vous outiller. Et autant que faire se peut banaliser et déterminer le terrain sur lequel eh bien, vous allez devoir vous engager. Parce qu'elle l'atteint dans son narcissisme et dans sa toute-puissance pathologique, la séparation attise la haine de votre manipulateur. Son esprit de vengeance, son envie de vous blesser, son besoin de vous punir pour rapidement dériver vers la volonté de vous détruire. Non, sa colère ne se calmera pas. Que vous le vouliez ou non, il vous fera une guerre totale, sans merci. Il vous faudra renoncer à l'apaiser et oser enfin l'affronter. Ce que vous auriez dû faire dès le début. Puis, vous devrez apprendre à deviner, à anticiper toutes les choses trappes qu'il vous tendra, apprendre à vous protéger, à vous défendre et à vous battre. Il vous faudra aussi apprendre à pratiquer l'affirmation tranquille de vous pour pouvoir s'aîner et protéger vos enfants. Un trou de serrure pour permettre aux instances juridiques et sociales d'avoir accès à ce qui se passe dans leur dos. Les expertises. Les expertises sont faussées par de doubles visages du pervers. Lors des enquêtes sociales, les manipulateurs brouillent les cartes. Flatteurs, voire enjôleurs, ils savent lapider leur compagne avec un air faussement bienveillant. Ma femme n'est pas très maternelle, dit-il d'un air circonscrit. Ce n'est pas de sa faute, elle a eu une enfance difficile, elle ne sait pas y faire avec les enfants. C'est pour ça qu'elle s'énerve tout le temps. Surtout quand elle a bu. Alcoolique? Non, je ne dirais pas ça. Elle a juste un fond dépressif. Voilà l'épouse habillée pour l'hiver, et n'ayant aucun moyen de rétablir la vérité. D'abord parce qu'elle ignore ce qu'il a dit sur son compte. Ensuite parce qu'elle est conditionnée à protéger loyalement l'image de son compagnon. Et comme elle présente les signes de dépression qu'il a énoncés, la version du mari semble donc bien crédible. Il ne reste plus à l'épouse naïve qu'à proposer un
apéritif à son visiteur pour que son alcoolisme soit établi en justice. Les victimes se défendent très mal et se présentent sur leur pire jour. Les tentatives de médiation sont l'apothéose du processus. Sachant que ce qui se dit au cours de ces médiations restera inconnu du juge, donc n'aura aucun impact judiciaire. Le manipulateur prend un plaisir aigu à jouer avec les médiateurs, finalement à les rattacher à sa cause. En parallèle, ces rencontres sont l'occasion de continuer le harcèlement de sa victime. Même avec un bon coaching et du soutien en parallèle, les victimes ressortent laminées et dévastées de ces séances de médiation. Pourtant, certains signes devraient être devenus caractéristiques pour tous les intervenants judiciaires. La victime semble hystérique et déstructurée, soit une vraie folle, ou complètement naïve et absente, alors que le conjoint lui est tellement calme et posé. De même, une mère qui accepte sans broncher la garde alternée pour un enfant trop jeune, qui valide un partage de biens très inadéquat, ou qui demande une pension dérisoire est probablement sous l'emprise d'une terreur. Et cela devrait attirer l'attention des juges. Donc, faire sonner une alarme pour réveiller la société en train de se faire manipuler et endoctriner par une poignée d'individus haineux et destructeurs. J'ai longtemps cru qu'il s'agissait juste d'une méconnaissance du problème et qu'il suffisait de faire évoluer les mentalités. Mais je me rends compte aujourd'hui que les problèmes sont bien plus graves que cela. Les croyances et les principes de base des manipulateurs sont en train de gangréner l'inconscient collectif. Leurs discours sont maintenant repris candidement par des gens de bonne volonté, sans recul ni aucune réflexion. Par exemple, les manipulateurs sont profondément misogynes. Ça, on pourrait le savoir. Ils haïssent les femmes et règlent avec leur épouse les problèmes qu'ils n'ont pas réglés avec leur mère. Le truc classique. Pour eux, toutes les mères sont abusives, surprotectrices, dans le déni du père et dans une fusion malsaine avec leur enfant. De même, les manipulateurs nient la spécificité de l'enfance et traitent les tout petits comme des mini-adultes. À les entendre, les mères sont inutiles, interchangeables et peuvent être remplacées par le père ou sa copine du moment. Ce discours fait son chemin. Qui se souvient aujourd'hui d'un enfant de moins de 6 ans qui est un petit mammifère et qui a besoin de soins, d'un maternage de haute qualité, donc d'une maman proche de son enfant, protectrice et affectueuse, qui va envisager qu'une résidence alternée sur un enfant si petit va le dévaster complètement psychiquement. Enfin, les manipulateurs savent se placer en victime pour qu'on les plaigne. Les pères pervers sont de grands braillards, ils théâtralisent leur atroce souffrance d'être séparés de leur enfant. Eh bien, cela fonctionne. La cause de ces pauvres pères, privés de leur enfant, prime de plus en plus sur les besoins fondamentaux des enfants. Avoir un lieu de vie stable et une maman. Pour les border, seuls les mères savent que ces pères, en apparence désespérés, ne sont jamais occupés de leurs enfants avant la séparation. Et dès qu'ils en auront tenu la garde, ils les refourgueront comme des paquets encombrants à leur
compagne du moment, aux grands-parents, et bien sûr, s'il reste que la mère, à leur mère. Donc, dans une de mes précédentes vidéos sur ce thème de la manipulation mentale, j'avais choisi de parler à égalité des cas de manipulation provenant des femmes ou des hommes. Dans la vie de tous les jours, dans le cadre du travail, du voisinage ou de la famille, les manipulatrices semblent être aussi nombreuses que les manipulateurs. Alors ceux-ci peuvent en choquer plus d'un. Le chiffre le plus souvent avancé est de 4% de la population, avec une petite dominance des hommes sur les femmes. Mais comment compter avec précision des gens sournois avant s'en masquer? Ce chiffre est confirmé par le pourcentage de violences conjugales. Il reste le même dans les couples lesbiens et homosexuels. Il ne s'agirait donc pas d'une domination masculine imposée aux femmes, mais d'une frange de la population, hommes et femmes confondus, qui exerce une toute-puissance pathologique et perverse sur leur conjoint. Les hommes seraient donc statistiquement aussi nombreux à être aux prises avec une manipulatrice. Mais où sont-ils? 98% des cas de violence conjugale recensés concernent des femmes. C'est pourquoi, dans le cadre de cette vidéo, cette volonté d'équité entre les deux sexes peut me poser un problème éthique. Sans doute, les hommes manipulés existent-ils? Sans doute sont-ils aussi malheureux que leurs sœurs d'infortune, mais je ne les connais à peine, et simplement parce qu'ils viennent beaucoup moins en consultation. Depuis que je pratique, j'ai eu très peu de cas où l'homme était victime d'une manipulatrice, ou plutôt se présentait en consultation comme victime d'une manipulatrice. Alors qu'au cours de toutes ces années, j'ai vu défiler dans mon cabinet un nombre incalculable de femmes aux histoires étrangement similaires. On chiffrerait aussi à environ 2% le nombre d'hommes qui me consultent pour échapper soit à une conjointe manipulatrice ou perverse. Ceux qui me consultent endurent les mêmes violences, aussi stéréotypées que celles que subissent les femmes. Ils se font le même souci pour leurs enfants. Et ça, croyez-le bien. Ils savent aux prises avec une, pour citer le nom, avec une folle. Ils me disent qu'ils sont blessés, que la plupart des livres sur la manipulation mentale, les pervers narcissiques, s'adressent exclusivement aux femmes victimes et nient quasiment l'existence des hommes harcelés. Mais la proportion d'hommes victimes par rapport aux femmes victimes est objectivement très déséquilibrée, en tout cas dans ma pratique. Alors, dois-je m'adresser aux absents? Oui, ce soir je m'adresse aux absents, et particulièrement donc aux hommes, et que les hommes aient le courage enfin de se dévoiler. J'ai même eu le cas ça va vous surprendre, d'un gendarme qui a vécu tout ceci et qui est venu me consulter dans mon cabinet. De ce fait, lors de cette nouvelle vidéo, j'ai pris le parti d'adopter majoritairement le point de vue des femmes victimes d'hommes manipulateurs, au risque
de froisser quelques susceptibilités masculines. Je refuse de masquer dans une illusion de réciprocité ce phénomène alarmant qui touche essentiellement les mères et leurs enfants. Du reste, cette exigence de parité parfaite est justement une des façons de noyer le poisson cher aux manipulateurs. De plus, même si l'emprise psychologique est une domination qui peut être exercée indifféremment par les deux sexes, il y a néanmoins au niveau de la société un mépris des femmes et une domination masculine qui aggrave ce processus de violence conjugale. Et oui, il existe indéniablement des hommes qui vivent aussi ces violences, mesdames. Alors, plus tard, je donnerai quelques exemples relatés par les rares hommes qui sont venus à mon cabinet et qui en ont parlé. Mais statistiquement, ce sont surtout les femmes qui endurent les violences conjugales et qui en meurent. Formatées par leur éducation à être trop compréhensives et maternantes, elles sont objectivement les plus exposées, les principales victimes, ainsi que leurs enfants. Alors, occupons-nous déjà de mettre les femmes et les enfants à l'abri. Ensuite, quand j'espère ils se manifesteront en nombre, et en nombre important, là on pourra quand même enfin s'occuper aussi des hommes victimes. Et j'espère que ceci viendra très vite et très rapidement. Et je suis un fervent militant de ceci. Qu'on arrête de prendre les hommes pour des abrutis. Ce livre, qui n'existe pas, malheureusement, avec des statistiques qui sont souvent farfelues, sur les divorces, sur d'autres sujets, eh bien, je m'adresse aux hommes, tout particulièrement pour qu'enfin ils se regroupent et écrivent un livre, un essai, une vidéo, qu'ils filment une thérapie de groupe, car ce sont des papas adorables, des divorcés normaux, et qu'ils ne se sentent pas visés par le contenu de cette vidéo, mais au contraire de soutenir entre eux, de pouvoir se serrer les coudes. Il en va de l'honneur masculin de ne pas cautionner activement ou passivement les comportements de quelques hommes déviants. Enfin, dans une de mes vidéos, j'avais eu à cœur de démystifier les pervers et de dédramatiser les agissements des manipulateurs. Ce sont des gens lâches et sournois qui deviennent inoffensifs quand on les cadre fermement. Je reste fortement convaincu que ces individus n'ont de pouvoir sur nous que par la peur qu'ils nous inspirent. Et ce qui aussi les diabolise. Et si on les diabolise, on sert leur cause. Mais dans le cadre d'un divorce avec des enfants, c'est l'inverse. À mon avis, les épouses n'ont pas assez peur, ou en tout cas, elles ne se défendent pas de manière réaliste. Elles n'imaginent pas ce qui les attend. Elles sont naïvement persuadées qu'il est juste fâché par la rupture et qu'il va se calmer avec le temps. Elles croient qu'un père ne peut qu'aimer ses enfants et respecter leur mère, donc
qu'il se comporte civilement pendant la procédure. Or, il n'en saura absolument rien. Ces hommes sont sans affect. Ils haïssent leur mère et jalousent leurs enfants heureux, y compris et surtout les leurs. Pour atteindre leur ex, ils n'hésiteront pas à faire du mal à leur propre enfant. Et j'en entends beaucoup dans mon cabinet sur ce sujet. Et c'est vraiment alarmant. Cette fois parce qu'il s'agit de la protection des mineurs et qu'il faut réveiller les mères avant qu'il ne soit trop tard, je n'ai pas minimisé le danger. Ces manipulateurs, dans le cadre familial, sont particulièrement dangereux. Ce sont des pervers narcissiques, des manipulateurs destructeurs. Leurs conjointes et leurs enfants sont bien des victimes. Et il faut aussi qu'ils assument leur statut de victime. Victime d'une escroquerie mentale, d'un rapt psychologique, victime d'un lavage de cerveau, victime d'une destruction totalement organisée de leur intégrité physique et morale. Je vous confirme donc que j'ai rien inventé et que tous les exemples que je peux donner sont directement issus de mes patients. Je n'ai changé que les prénoms des personnes pour préserver leur anonymat. Cependant, ceux qui vivent ces situations au quotidien auront sûrement leur propre lot d'exemples aussi incroyables à raconter et sauront déjà que je n'exagère pas. Cette précision vaut également pour cette vidéo. Les situations que je cite sont encore plus dramatiques et les exemples pourront paraître encore plus énormes, mais ils sont tous authentiques. En entrant chaque jour plus en avant dans l'intimité de ces couples dysfonctionnants, j'ai eu accès à la noirceur de l'âme des manipulateurs, à leur sadisme mais aussi à leur niveau de stupidité. Je sais jusqu'où ils sont capables d'aller et je veux que vous le sachiez aussi. Enfin, comme je consulte également par Skype et par téléphone sur le monde entier, les exemples que je donne concernent toutes les régions de France et les pays francophones. Certains cas sont même hors frontières et je ne voudrais surtout pas que les acteurs de la justice de ma région se sentent directement visés. Ça, c'est une autre histoire. Donc, à un moment où elles prennent la décision de divorcer, les victimes ont un lourd vécu derrière elles. Il est important de connaître toute l'histoire de la relation pour comprendre leur comportement. Les brimades, les méchancetés, ce sont accumulations, laissant des plaies béantes et à vif. Leur estime de soi et leur confiance en l'avenir ont été totalement ruinées. Elles n'ont plus aucune foi en leur valeur personnelle ni en leur pouvoir de séduction. Les menaces constantes, directes, indirectes, voire subliminales de leurs manipulateurs ont créé un fond d'angoisse permanent, entrecoupé d'accès de panique, paralysants. Elles sont au bout du rouleau. Toutes les victimes sur le départ ont prononcé cette phrase dans le cabinet. Je pense que cette fois, je vais laisser ma peau. Pour qui ne connaît pas le contexte, la victime est une personne dépressive, éparpillée, pinailleuse, qui ne remâche en boucle de vieilles rancœurs insignifiantes. Elle doit être
complètement folle, vu l'adorable conjoint équilibré et super sympathique qui partage sa vie. Ah, il a bien du mérite à supporter cette femme hystérique. Toujours le terme hystérique qui revient, d'ailleurs. Si on s'en tient à ses apparences, l'affaire est vite jugée. C'est pour cela qu'il est important de replacer les éléments dans leur contexte et de revisiter l'histoire depuis son commencement. Le comportement de la victime, comme celui du manipulateur, ne peut être compris que dans cette perspective. Alors, dans les nombreux ouvrages, les livres qui traitent de la manipulation mentale, la rencontre entre le manipulateur et sa victime est généralement décrite comme ressemblant à un conte de fées. Le cliché est parfait. C'est un homme bien de sa personne, charismatique, plein d'assurance, charmant, insoupçonnable, il est gentil, attentionné, brièvement, respectueux et... On arrête là. Il fait des cadeaux et des compliments. La victime a l'impression d'avoir rencontré la perle, l'homme parfait, le prince charmant. C'est le coup de foudre. Quand il s'agit de femmes manipulatrices, les hommes victimes ont rencontré des princesses si douces, si fragiles et si jolies, qu'elles en étaient irrésistibles bizarrement, alors que ces manipulatrices se présentent comme des anges de pureté. Leur apparence véhicule en général tous les codes d'une séduction ultra sexy. Ils sont à la limite de la vulgarité. Messieurs, remarquez bien ceci. C'est à chaque fois la même chose. Bref, elles sont un peu pétasses, il faut bien le dire, et il n'y a que leurs victimes pour ne pas s'en rendre compte. Mais n'est-ce pas justement merveilleux qu'elles sachent si bien réconcilier les contraires et incarner simultanément la Vierge et la putain? Oui, je sais, c'est un peu direct. Bref, à moins qu'ils n'utilisent que la pitié pour vous piéger, les manipulateurs hommes et femmes maîtrisent généralement tous les codes de séduction. Pour séduire sa victime, le manipulateur dispose d'armes redoutablement efficaces. Les principales sont la flatterie, le mimétisme, les promesses et la capture des rêves. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, dit l'adage, certes. Et c'est bien ainsi que nous nous faisons harponner, torpiller, car La Fontaine a oublié de prendre en compte notre immense besoin de reconnaissance et nos failles narcissiques. Les petites faiblesses sont en général tellement faciles à repérer. Telle femme s'habille un peu trop jeune, un peu trop court, quelques compliments sur sa beauté et son élégance feront l'affaire. Cet homme insiste sur sa cave à vin, louer sa compétence et promettez-lui d'excellentes bouteilles à prix exceptionnel. Nous avons tous nos points faibles. Quelques tests, le manipulateur trouvera les nôtres et saura dans quel sens nous caresser. Sans même nous en rendre compte, nous rougissons de fierté. Et oui, devant l'attention qui nous est portée. Et hop, nous voilà dans sa poche. Ce n'est pas génial, ce n'est pas si compliqué que ça pour eux. Alors un conseil, et je continuerai cette vidéo sur le divorce, avec des études de cas. Mais prenez bien vos précautions lorsque vous mettez les pieds dans un tribunal et que vous allez rencontrer un JAF. Sur ce, passez une très agréable soirée. Merci de m'avoir écouté. Et bien sûr, à bientôt.